retrouver pour un rendez-vous un peu spécial aujourd'hui parce que nous allons célébrer les nuits de la lecture, qui est un rendez-vous, c'est la 6e nuit, un rendez-vous instauré par le gouvernement français. Et nous, on avait envie de le célébrer. L'année dernière, on avait fait une nuit totale avec 10 ou 12 interviews, les unes derrière les autres toute la nuit. Et cette année, c'est un autre format. C'est un format où on va retrouver les uns et les autres pour faire 2 minutes de lecture, 2 minutes de lecture sur son livre. Et donc, nous allons vous retrouver comme ça, l'un après les autres, les auteurs qui sont là. Aujourd'hui, il y a 14 auteurs et je suis vraiment ravie de les avoir. Alors, le thème de ces nuits de lecture 2022, c'est aimons toujours, aimons encore. Mais voilà, aujourd'hui, on avait envie de s'accrocher ou pas au thème de l'année, selon les inspirations de chacun, puis selon les écritures de chacun. Donc, je donne la parole d'abord à Pierre. Pierre, on se retrouve en région parisienne. Et Pierre, il nous a sorti un livre qui s'appelle La ville des ânes. C'est un super polar, je vous en parlerai bientôt. Ils sont en train de traverser l'Atlantique, les livres. Pierre, la parole est à toi. Bien, oui. La ville des ânes, en fait, c'est Asnières. Donc, j'ai choisi un petit extrait qui présente le lieu de l'action. Les quais d'Asnières ont d'abord accueilli les entreprises désireuses de diminuer leurs charges en sortant de Paris. Ensuite, on a bâti des logements pour leur population d'employés et de cadres. Et finalement, une clientèle de jeunes bourgeois flairant les opportunités a suivi. Encouragé par l'affairisme des constructeurs et la complaisance des municipalités, on a autorisé tous les bouleversements, créé des infrastructures rapidement embouteillées et des plans d'urbanisme au goût du jour. Que valurent alors quelques souvenirs face aux profits colossaux engendrés par le développement des nouveaux quartiers. Peu importa la disparition des petites rues, des bouts de jardin, des allées sentant le lilas. Le temps de la grandeur urbaine avait été décrété et rien ne devait s'opposer à sa marche conquérante. Le fromage ne cessait de croître et chacun en voulait sa part, sans égard pour les expulsions et les atteintes au sous-sol. On dédommagea au besoin, chichement de préférence. En guise de poudre aux yeux, tout ce chambard se proclama à tendance écologique, responsable et démocratique. Du moins, pour ceux qui auront les moyens de suivre l'augmentation inexorable des loyers et des coûts. Là où riaient jadis les peintres et les îles, il n'y eut plus qu'au trouble. Merci Pierre. Voilà. Merci. Super. Sandrine, on peut demander où se situe, dans quel département se situe Asnières déjà? Dans les Hauts-de-Seine. Ah, merci Pierre. En banlieue parisienne. En banlieue parisienne, hein, c'est ça, oui. Oui. D'accord. Alors, à l'ouest de Paris. Je vous propose d'aller dans le sud de la France, du côté de Montpellier, et on va retrouver Mona Azam qui va nous lire un extrait d'un livre tant à propos justement sur le thème « Nous nous sommes tant aimés », un très joli livre que je montre. Mona, la parole est à toi. Les choses invisibles sont éphémères, les invisibles sont éternels. Saint Paul. Voilà, je suis là, sur cette plage immense, sur ce sable qui m'a étreinte tant de fois. Combien de fois? Presque une myriade d'éternités. Le corps dénudé, offert aux rayons du soleil automnal, je me laisse aller et je savoure cette caresse, étreinte solaire. Tant d'étreintes au fil du temps, de ce temps qui m'a privé de ton étreinte et de ces multiples caresses qui n'ont pu, qui n'ont su m'atteindre. Me voilà donc, moi, océane, au seuil de quoi? De cette vie évanescente passée trop vite, de cette éphémère éternité vécue, happée, tant bien que mal, de cette attente qui l'aura rythmée au gré des marées et des silences, au gré des paroles, au gré des poèmes tus ou dits. La parole, c'est elle du silence qui s'est envolée tant de fois, reprenant son souffle au sein des attentes longitudinales. Oui, je t'ai attendu, agrippée férocement à l'espoir de te voir, te revoir. 20 ans, tant 20, 30 ans ou 40 ans, je ne sais plus. Au seuil de mon existence, l'esprit engourdi par la symphonie du ressac, une certitude désormais, seul l'éphémère dure. Terme de ce tourbillon que fut ma vie, ces dédales d'avant toi,
d'avec toi, d'après toi. Voici venue l'apothéose, l'après-moi. Seras-tu encore après moi? Où es-tu, Emmanuel, mon Emmanuel, toi que j'ai cherché à travers les interminables couloirs du monde, toi que je n'ai pas retrouvé, comme je l'espérais, aux 3 rue de Dante, il y a un peu plus d'1 an. Me liras-tu, toi le premier lecteur de cette longue épitaphe qui en est à ses balbutiements, mais qui commence à prendre forme au creux de l'azur profond de ces ciels d'octobre. Merci Mona, très très joli. Direction maintenant Miami et le très joli décor d'Anna. Et Anna a donc sorti un 3e livre, Les palmiers de décompression, qui est sorti il y a quelques mois. Et c'est dans ce livre-là que tu nous lis un extrait, Anna. La parole est à toi. Merci. L'eau de la baie n'était d'un jour à l'autre jamais la même. Virant d'un bleu tropical apaisé où dansaient les poissons, à un bleu sombre tirant au noir ourlé de vagues moussues. Les bateaux, en passant, créaient un ressac qui faisait tressauter le ponton. Presque tous les soirs, il s'asseyait face à la baie, contemplant le soleil qui se couchait sur l'horizon et les roses extraordinaires de ses rayons mourants. Ils se tenaient par la main, leurs doigts entrecroisés. Tout le voisinage les appelait les amoureux. Et lui, Antoine, serrait son bras contre le sien, posant la paume de son autre main sur l'avant-bras de Line, comme pour la garder prisonnière. Antoine avait sa place attitrée. Il s'y asseyait les yeux clos, face au soleil, qui lui rongeait la face et lui creusait les rides. Mais à son sourire épanoui, on pouvait lire le bonheur qu'il éprouvait à se laisser ainsi dévorer par l'astre du jour. Line se collait contre le parasol branlant, dont elle arrangeait l'orientation pour qu'il la laisse dans l'ombre, tandis qu'Antoine resterait dans la lumière. Il y avait souvent sur le ponton voisin une mère et son fils qui pêchaient, des gens simples qui mangeraient ce soir leur prise modeste grillée sur le barbecue communautaire, tandis que dans les maisons d'en face, les bouchons de champagne sauteraient sans qu'on ne les compte. Une fois, Line avait vu un voisin attraper un petit requin. Il avait lutté longtemps, le requin avait gagné. La ligne s'était brisée et Line avait souri. Des petits yachts passaient régulièrement inondés de rats bruyants et de passagers aux tenues improbables et aux chaînes en or. Quelques jet-skis de touristes perdus qui allaient souvent trop vite, sans égard pour les lamentins dont ils ignoraient probablement l'existence. Le soir venu, juste avant que l'obscurité n'endorme tout, on voyait passer un groupe de 4 dauphins qui faisaient onduler l'eau en riant. Line et Antoine rentraient, et après un tendre baiser, et quelques fois par semaine, une étreinte passionnée qui déplaçait le lit jusqu'au milieu de la pièce, ils s'endormaient sur le petit matelas étroit, tandis que dehors, les éclairs d'orage secs zébraient le ciel. Merci Anna. On retraverse l'Atlantique, direction au pied du Luberon. C'est comme ça que Didier a résumé la ville dans laquelle il vit. Et Didier nous présente un extrait de son dernier livre, Dichotomia. Et donc, je donne la parole à Didier dans sa jolie région du Luberon. Bonsoir, merci. J'ai choisi le chapitre 8 qui s'intitule « La révélation ». À mon réveil, je n'ai pas plus de solution qu'avant, mais une chose est claire dans mon esprit. Je suis maintenant certain de vivre quelque chose d'unique, quelque chose qu'aucune autre personne au monde n'a vécu. Le livre de Marquis n'arrête pas de me préoccuper. Impossible de penser à autre chose. Les questionnements résonnent dans ma tête. Vit-on une seule vie ou plusieurs? Peut-on vivre plusieurs vies en même temps? Et si vraiment, à chaque décision que nous prenons, nous choisissons un chemin de vie, est-ce que pour autant le chemin que nous avons écarté se bloque définitivement ou continue-t-il en autonomie sa propre existence? Serait-il possible que nous ayons une multitude de doubles qui vivent les chemins que nous n'avons pas choisis? Ou, allons plus loin encore, que notre inconscient, donc nous à travers lui, vive l'ensemble de ces vies? Je considère maintenant chacune de mes rencontres et de mes décisions comme capitales. Pour ma part, serait-il possible que mon conscient ait sauté d'une vie à l'autre par je ne sais quel miracle? En retraçant le film de mes 2 vies, je me rends compte que mes décisions ont influencé non seulement mon existence, mais également les personnes qui m'entourent
et plus encore celles qui me sont proches. Je me tourne vers Louis, ma première victime. Je tente de trouver le choix, la décision qui m'a conduit vers la gloire et la fortune d'un côté et la solitude et le dénuement de l'autre. Ma rencontre avec Hugues a ouvert la voie à ma vie de star. Ma rencontre avec le Canadien a fait de moi le clochard que je suis. Voilà la clé. Je n'aurais jamais dû suivre le Canadien. C'est le choix qui m'a fait basculer. Merci beaucoup. Merci. Didier. On va... alors, je me suis un peu perdue. Alors, rendez-vous maintenant dans le sud de la France, dans le sud-ouest, dans le sud d'ailleurs, à Rodez, en Aveyron, et on retrouve Luxie Darc qui vient de sortir Émotigraphe. Et donc, la parole est à toi, Luxie, on t'écoute. Ok, donc je vais vous lire un extrait d'Émotigraphe. Alors, ce sont des poèmes très courts, donc ils font moins d'une minute chacun, donc je vais vous en lire 2, donc vous avez le droit d'attendre la fin du second pour applaudir. Donc voici le premier, qui s'appelle « Tu habites mon jardin secret ». Le jour où tu m'as embrasé, tu m'as offert la liberté. Nos doigts se sont enlacés, tout mon corps a frissonné. Et quand la nuit tombe, quand la lune inonde le labyrinthe de mon jardin, je fredonne alors ce refrain. Maître de mon jardin secret, papillonne sur mes pensées, ravive en moi la femme et que les dieux me damnent. Je veux ton regard sur moi, je veux goûter à ta voix, je veux entendre tes mains respirer sur mes seins. L'oubli disparaît déjà. Je me réveille dans tes bras et tu t'évades de moi. Je garde mon rêve de toi. Et pour le second, nous allons faire appel à nos souvenirs d'enfance avec Miroir, mon beau miroir. Transparence dans le miroir, mon âme absorbée par le noir. Je vois cette béance, souffrance et espérance. Je suis absente de cette évidence. Je pars dans les rues à la rencontre d'une âme perdue, avide recherche sur une solitude, en quête de plénitude. Je te kifferai, toi qui me compléteras, toi que la vie me proposera. Si ton regard se pose sur moi, alors tu deviendras mon roi. Tu seras le reflet qui me permettra d'exister. Dans tes yeux, je me verrai tel que je me suis rêvée. Miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Injonction dans l'impératif de mon face-à-face entre moi et moi sorti de ma carapace. Rencontre impossible des égaux. L'amour a besoin du duo, mais s'épanouit toujours en solo. Bravo, extrêmement bien joué. Je vois que Lydia a la réponse. Merci, Luxie. Alors, on repart de l'autre côté de l'Atlantique et on arrive à New York avec la Belge Hélène Drummond. Hélène Drummond qui nous donne un extrait de son premier livre, parce qu'elle en a écrit déjà 2, Mensonges innocents. Donc, on est en pleine histoire d'amour. Hélène, à toi. Oui, alors merci Sandrine. Effectivement, j'ai choisi de vous lire un extrait de Mensonges innocents qui est un recueil de nouvelles et j'ai sélectionné le début de la 3e nouvelle du livre qui a donné son nom au livre puisqu'elle s'appelle Mensonges innocents. Lors du premier enterrement de Nina Roxbury, j'étais mort de trac. J'ai passé mon temps à rougir, à bafouiller, à transpirer. Si elle avait été présente, elle aurait ri. Elle m'aurait soufflé à l'oreille « Détends-toi mon chou, respire ». Ce jour-là, tout le monde a pu suivre ses obsèques à la télévision. Des milliers de Français se sont déplacés pour rendre hommage à leur idole. Autour de moi, les policiers essayaient de contenir la foule d'où montait une clameur continue, aiguë, douloureuse. Je n'avais jamais assisté à un tel désespoir collectif. De temps en temps, un hurlement s'élevait vers le ciel qui demeurait bleu et indifférent. Des sanglots éclataient, des corps s'évanouissaient, des bras éperdus se tordaient vers le cercueil en contournant les barricades. Collée à la cathédrale, Nina brandissait son micro doré sur un poster géant. À ses pieds s'amoncelaient des bouquets de roses, des cœurs mortuaires et des ours en peluche. D'un œil embarrassé, j'observais la boîte en bois blond recouverte de lys qui flottait devant moi, soutenue par 6 hommes robustes et voûtés. Le cercueil me semblait petit. Il ne devait pas peser bien lourd.
Dans la cathédrale, je me suis retrouvée entourée de célébrités locales et internationales dévastées derrière leurs lunettes noires. Une jeune femme en tailleur gris qui donnait des ordres dans un talkie-walkie m'a attrapée par le bras en m'indiquant le premier rang. J'ai dû avoir l'air terrorisée parce qu'elle s'était interrompue pour m'expliquer. C'était la volonté de Nina, elle a insisté. Pour elle, vous étiez de la famille. Installez-vous près de Johnny, vous le voyez là-bas? Sans se soucier de ma réponse, elle s'était lancée vers un essaim de journalistes qui attendait son feu vert pour démarrer la retransmission télévisée. Ahurie, les bras ballants, j'ai tourné la tête et j'ai reconnu Johnny, puis Céline, puis Elton. Je me suis dirigée vers le premier rang, les genoux chancelants, écarlates parmi les visages blafards et éplorés. Plus j'avançais, plus j'avais envie de disparaître. J'enviais les insectes rampants qui, inaperçus, grouillaient sous les dalles froides et colonisaient les recoins humides de la nef. Arrivée devant l'hôtel, j'ai bredouillé des remerciements inintelligibles à ceux qui se pressaient pour me témoigner leur sympathie. Lorsque j'ai aperçu Madonna, ma mâchoire s'est affaissée, mes joues se sont enfin décolorées et j'ai suffoqué, ce qui a provoqué un afflux supplémentaire de condoléances. Je me suis laissée tomber sur une chaise et j'ai tenté de prendre un air recueilli, malgré mes idées renversées. « Détends-toi, mon chou, respire. » J'essayais de toutes mes forces, mais une autre petite voix sournoise s'obstinait à me traiter d'imposteur. Dès que je posais les yeux sur le cercueil, j'avais l'impression de commettre une infraction. Raidie d'angoisse à l'idée qu'un esprit clairvoyant ne devine la supercherie, je m'imaginais accusée et montrée du doigt en direct devant la France entière. Après le cimetière, je suis rentrée chez moi, épuisée et moite. J'ai pris une douche, j'ai enfilé un jean, puis j'ai guetté l'arrivée du notaire. Il s'est présenté pile à l'heure, long, sec, chauve et décati. Il ressemblait à un vieux tournevis rouillé. Un tournevis qui fleurait la lavande bon marché, comme celle qui s'échappe des flacons de liquide assoupissant. Je ne comprenais rien, ni pourquoi Nina m'avait choisi, ni comment j'avais pu accepter de m'embarquer dans une telle folie. Pourtant, je n'ai pas discuté un seul instant. Je lui ai dit oui. Merci Hélène. Retour en région parisienne, à Nogent-sur-Marne. Alors pour Jean-Jacques, c'est dans le cas de 94. Et donc, on retrouve Cécile Cohen-Farine qui a écrit un très joli livre à écouter, comme Lydia aussi. Et donc, c'est Le mystère de la vieille toupie, une histoire à lire notamment pendant les fêtes de Hanouka. Cécile, on t'écoute. Je m'appelle Raphaël. J'adore les tartines grillées, j'aime faire de la trottinette, je collectionne les pots de yaourt. Je déteste les araignées, mais je suis fan de ma maîtresse. En ce moment, il fait nuit quand je me réveille et nuit quand je me couche. C'est pas vraiment la joie. C'est l'hiver, m'a dit mamie. Le soleil est parti en vacances, éclairer d'autres pays, réchauffer d'autres cœurs. Et nous, mamie, on fait quoi? On attend. On attend quoi? Oh, pas d'aller au lit, j'espère, hein, parce que je n'en ai aucune envie. D'ailleurs, ce soir, pour éviter d'aller me coucher, je discute avec ma grand-mère, le nez collé à la fenêtre. On attend que les lumières éclairent notre maison, notre ville, notre pays, le monde. On attend que les lumières éclairent nos vies. Mais de quelle lumière parles-tu? Des lumières de Hanouka et du vaisseau qui les accompagne. Car c'est à cette période de l'année, quand il fait froid et que la nuit tombe tôt, que l'on peut avoir la chance d'apercevoir ce fameux vaisseau gravitant autour de l'étoile polaire. Un vaisseau? Comment ça, un vaisseau? Un point lumineux qui se déplace dans le ciel. Tu l'as certainement déjà aperçu. Ah, peut-être, oui. Eh bien, c'est le vaisseau de Madame Hanouka. Il se déplace à la vitesse de la lumière. Pendant 8 jours, lorsque les bougies de Hanouka éclairent ta maison, une dame, que l'on appelle Madame Hanouka, va préparer dans son vaisseau la distribution des cadeaux pour le monde entier. Hanouka, c'est la fête des miracles. Tout peut arriver. Les sorcières peuvent devenir des fées, les épinards du chocolat, les cauchemars des rêves, les grimaces, des colères qui font rigoler. Mamie, dis-moi la vérité. Tu la connais, toi, Madame Hanouka? Merci Cécile, on a raconté que Cécile est comédienne dans la vie également. Merci beaucoup. Direction Toulouse et direction Jean-Jacques qui nous écrit toujours des gros pavés. Et donc le dernier opus, on part dans l'Égypte ancienne, l'Égypte d'hier, d'avant-hier même, avec Néfer-Er, fils de Nef. Et tu voulais donc nous lire un extrait de ce dernier livre, Jean-Jacques. Alors on ne t'entend pas, Jean-Jacques, petit micro.
Jean-Jacques, micro. Je suis bien contente de battre en direct aujourd'hui. Voilà, tu m'entends? Voilà, Jean-Jacques, tu micro. m'entends? Oui. C'est bon, mais pardon, je l'avais coupé, hein, excuse-moi. Oui, c'est le début du roman, hein, simplement. Voilà, ça se passe en Égypte, effectivement. Et c'est l'histoire de ce petit garçon qui a été abandonné, donc c'est le préambule. Égypte, 571 avant Jésus-Christ. Le pharaon Amasis vient de monter sur le trône. Sur la branche canopique du Nil, nichée dans un duvet de brume, la ville de Saïs plonge doucement dans un sommeil profond. Du haut du temple de Neit, le sonneur des heures vient de chanter la 12e, appelant chaque sujet du roi à prendre un repos bien mérité. De son regard d'argent, la lune veille sur la terre noire, guidant de son halo bleuté les rares âmes qui se risquent dans les rues désertes de la ville à cette heure tardive de la nuit. Soudain, une silhouette traverse l'obscurité et longe l'enceinte du temple de la déesse pour venir se recroqueviller au pied du grand acacia qui orne l'entrée principale. Un regard furtif à droite, puis à gauche, rien de suspect, si ce n'est le rire lointain de quelques clients tardifs d'une maison de bière, vomissant quelques jurons obscènes et quelques propos salaces qui se perdent dans la brume. Pas de danger à l'horizon. La patrouille a fait sa ronde et ne repassera que dans 1 heure. La silhouette retient son souffle quelques instants, semblant se fondre avec le tronc de l'arbre majestueux. Une dernière hésitation, puis elle se décide enfin. D'un geste lent et plein de délicatesse, elle écarte les longs voiles qui la recouvrent et dépose ce qui semble être un paquet de hardes entre les racines de l'arbre sacré. Un vagissement plaintif trouble le silence de la nuit, aussitôt tari par une voix douce et féminine. « Chut, mon trésor, chut, n'aie pas peur, tu es un garçon fort et courageux. » La voix se brise dans un sanglot, repris en écho par le ululement lugubre d'une chouette, tandis que la silhouette berce doucement le nourrisson apaisé. « La déesse prendra soin de toi, mieux que je ne saurais le faire, assurément. Le grand prêtre Hérior est un homme juste et bon. Dors, mon trésor, dors en paix. » La silhouette attend quelques instants que l'enfant se soit assoupi avant de s'écarter doucement du tronc de l'acacia. Un rapide regard circulaire, puis elle disparaît, honteuse, happée par la brume qui semble vouloir dissimuler son forfait. Le ululement de la chouette cesse enfin. Merci Jean-Jacques. Merci. On part dans mon département favori, dans les Bouches-du-Rhône. On part à Marignane du côté de Marseille avec Lorenza qui va nous lire un extrait de Comme un parfum d'immortel, et ce livre a reçu le premier prix des plumes francophones, donc bravo. Il y avait plusieurs centaines de personnes en lice pour ce prix qui est toujours très très profitable pour les auteurs. Laure, on t'écoute. Bonsoir, merci. Alors c'est un petit passage où l'héroïne a déjà rencontré un personnage qu'elle n'aime pas trop, qui s'appelle Anton, et qui là l'invite à danser. Si je finis par me laisser convaincre, ce n'est pas à cause de son allure romantique, ni des encouragements moqueurs d'Irena, mais plutôt parce que Lily Rose veut tout à coup une glace et ses cris surpassent le volume des baffles. Je me dis que m'échapper le temps d'un slow est une possibilité envisageable pour mes tympans. Une part de mon cerveau avoue que c'est un prétexte bien fumeux, mais peu importe. La musique qui commence, alors qu'Anton m'entraîne au milieu de la piste, n'a pas le rythme basique auquel je m'attendais. Les couples enlacés se mettent à se déhancher avec langueur dans des séries de pas glissés mais complexes qui me refroidissent aussitôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas danser ce truc. Mon cavalier ne me laisse pas le temps de m'esquiver, il a déjà saisi ma taille et collé son torse contre le mien. Je tente de le repousser, ma main rencontre un biceps en béton et je tressaille. Qu'est-ce que c'est que ces réflexes de femme de Néandertal à la recherche d'un mâle dominant? Pas d'inquiétude, jolie petite madame. C'est une kizomba, le slow de la musique latine. Suivez mes indications et tout se passera bien. Ah, parce que, en plus de maître nageur, vous êtes taxi-danseur. On peut dire ça, et bien d'autres choses aussi, murmure-t-il en se rapprochant encore. Son geste est lascif, mais son sourire est ironique. Je me raidis involontairement et manque de lui écraser les orteils. « Et que faites-vous du cadre, de mon espace vital ?» plaisantai-je avec des accents ridiculement effarouchés. Quel vocabulaire technique pour quelqu'un qui ne sait pas danser. J'ai vu Dirty Dancing comme tout le monde. Pour toute réponse, Anton m'entraîne fermement dans une marche
qui alterne les pas latéraux et les piétinements lents dans une position inexorablement fermée. Apparemment, il n'a pas vu le film culte. La proximité des corps me permet de garder l'équilibre et je comprends qu'elle n'est pas équivoque. Mon cavalier s'adonne uniquement au plaisir de la danse et je ne sais si je suis déçue ou rassurée. Merci Laure. Direction Lyon et direction une autre comédienne avec Lydia Mirjanian. Lydia Mirjanian qui va nous lire un extrait de Le boulot, ça me travaille, qui est aussi un livre à écouter. Il y a 30 comédiens sur ce livre d'ailleurs. Vous verrez si vous l'écoutez. Lydia, pour l'instant, c'est toi qu'on écoute. Oui, je voulais juste faire un petit coucou à Cécile qui m'a prêté sa voix pour la version audio. Voilà, donc je vous lis un extrait. Le boulot, ça me travaille sur le monde de l'entreprise et du burn-out. Depuis ce jour, Samira a donné sa démission et nous nous sommes retrouvés sans standardiste. Cependant, nous avons poursuivi la grève. Les clients étaient excédés de ne pas pouvoir nous joindre. Ce n'est pas grave, nous n'avons pas lâché. C'est alors que nous avons obtenu le recrutement de la nouvelle standardiste que nous accueillons aujourd'hui. Elle se nomme Malika. Elle est très classe et très professionnelle. Normal, elle est toute neuve dans la boîte. L'ancienne aussi, elle était comme ça au début. Le seul hic, c'est qu'elle ne sait pas parler anglais. Et dans une société internationale, ça fait tâche. Par conséquent, lorsque Malika reçoit un appel en anglais, elle me le passe à moi ou à Johanna des achats ou à Carole. Régine pourrait également les prendre, mais elle a dit non, qu'elle a assez pris le téléphone comme ça et qu'il n'avait qu'à recruter comme il faut. Et elle a bien raison. Dès lors, Marie, qui boit les paroles de Régine, laquelle aurait pu être chef à sa place, vu son expérience et son ancienneté, a décrété qu'il ne fallait pas prendre les appels anglo-saxons de Malika. Mais Malika, elle fait quoi avec son anglais au bout du fil? Que proposent les chefs comme solution? Rien. Ils n'en trouvent pas. Les chefs, ils devraient faire de la politique. Malika, elle est toute seule avec son anglais. Alors je lui apporte mon aide, clandestinement. Je prends son interlocuteur anglophone et je chuchote pour ne pas éveiller les soupçons. J'ai l'impression d'aider illégalement une réfugiée linguistique, alors que je ne fais que servir ma boîte. Marie vient de me repérer. Elle me sermonne parce que j'ai pris la communication de l'anglais de Malika. Mais c'est une boîte de fous. Je dis à Marie, mais elle fait comment Malika avec son anglais au bout du fil? Elle se débrouille, elle le passe à la DRH, c'est sa chef. Et quand la DRH, elle en aura marre de prendre les communications anglophones, peut-être qu'elle recrutera quelqu'un qui parle anglais. Merci, Lydia. Merci. Direction Paris, finalement la seule parisienne ce soir, avec Mariem. Et Mariem va nous lire un extrait d'un livre à sortir, qui n'est pas encore paru, qui s'appelle Lune bleue. Mariem, on t'écoute. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Alors, je vais vous lire. Donc, Lune bleue est divisée en 28 lunes, 28 chapitres, mais que j'ai nommé 28 lunes. Donc, on est dans le dernier croissant de lune. Quartier de croissant de lune sud. On habite un quartier comme on habite son corps, en entier, à moitié. On l'adore, on le déteste, jamais de juste milieu, c'est à la vie, à la mort. Impossible de s'en débarrasser. Il nous nourrit, nous hante, nous envahit pour se manifester dans une réalité tonitruante, décousue, irrationnelle. C'est la lune de sang qui avait confié cette légende à Sélénée. Lune 28, nouvelle lune. Dans la médina blanche éclatante, Sélénée s'envole du haut de ses 14 ans au creux des ruelles escarpées. Elle s'est échappée de la surveillance de sa grand-mère aux yeux jaunes. Gardienne de l'autorité paternelle, son cœur est bien trop sucré pour empêcher les enfants d'apprendre à s'aimer. Saïd, le bienheureux, la rattrape au détour d'un escalier en forme de fleur. C'est les vacances. Depuis l'été d'avant, ils ont juré de se retrouver. Interdiction de s'écrire. Juste garder au chaud le souvenir épinglant du sourire de Saïd. Sa peau châtaigne, constellée d'étoiles de rousseur, ses yeux noirs argentés, endragés. Jeune léopard, sa démarche est lente et cadencée. C'est l'enfant sacré d'une famille de 7 filles.
Louve, elles le chérissent, le protègent, le nourrissent. À 15 ans, Saïd sait aimer, extrêmement, naturellement. Il prend doucement ma main, nos couleurs s'unissent sous un même soleil et l'approche jusqu'à sa bouche en coquelicot. Un baiser sur chacun de mes doigts. Tu es belle, exalte-t-il en arabe, la langue verte qui donne l'espoir d'un monde de paix. Ému, j'ai le souffle éphémère et je te respire dans l'encadrement de la porte majorelle où tes yeux en croissant de lune me parlent à l'infini. Incarné, je pose fiévreusement ma main sur tes cheveux noirs au reflet de terre rouge. Lisse, il flotte sous mes doigts. Tu as encore de ma taille pour me rapprocher de toi. Je peux toucher les fils d'or qui vont et viennent entre ton cœur et le mien. Ta bouche en coquelicot infuse la mienne. Nos yeux immensément ouverts, mon cou à la renverse. Je glisse en silence dans tes lunes argentées, encadrées par le bleu du ciel et de la grande porte cloutée. Le soleil lèche la médina immaculée de Rabat. Merci Mariam, merci beaucoup. Direction Montpellier, on retrouve Cathy Gallière et qui va nous lire un extrait, alors pas un extrait du tout de romance puisque Cathy écrit des livres policiers, des livres noirs et c'est un extrait issu de son dernier livre qui vient de sortir, La danse de l'ombre. Cathy. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors je vais vous lire un petit extrait de la danse ce soir. Lorraine se trouve dans une maison assez lugubre et puis elle ouvre un tiroir. Et ce tiroir était rempli d'un tas de papiers et de vieilles factures. Lorraine fouilla un peu et trouva une feuille jaunie où un étrange poème avait été écrit à l'encre. Les fleurs noires, élégantes et rares, viennent le soir. Les fleurs noires nous observent du haut de leur perchoir. Les fleurs noires nous enlacent de leurs grandes tiges solides. Les fleurs noires chantent de bolides. Les fleurs noires, elles volent au-dessus des anges. Les fleurs noires, elles dansent au-delà de l'étrange. Les fleurs noires, elles courent par-dessus les vies. Les fleurs noires, elles nous caressent puis s'enfuient. Lorraine prit le poème en photo en pensant qu'il y avait peut-être une relation entre ce poème et les victimes, qui portaient toute une robe noire. Elle s'avançait jusqu'aux escaliers lorsque Zacharie la surprit. Voilà. Merci Cathy. On poursuit, on retourne en région parisienne et cette fois-ci à Saint-Nom-la-Bretèche. Alors Saint-Nom-la-Bretèche, Jean-Jacques, c'est dans les Yvelines. Voilà, Anne-Sophie Nedelec qui a écrit 2 livres, Radium Girls, et qui va nous en lire un extrait ce soir. Bonsoir. Donc, Radium Girls raconte l'histoire d'un scandale sanitaire aux États-Unis dans les années 30 et 40 qui concerne les jeunes filles qui étaient embauchées pour peindre des chiffres de cadrans de montre avec de la peinture à base de radium. Juillet 1917. Grace Fryer avançait le cœur serré à travers les rues étroites d'Orange, dans le New Jersey, dans la douceur de cet été 1917. Elle avait quitté son travail d'employée de bureau pour répondre à l'appel de la United States Radium Corporation. En effet, l'usine installée depuis peu à Orange recrutait en masse des peintres de chiffres de montres. Grace avait hésité un peu avant de postuler. À 18 ans, elle gagnait déjà correctement sa vie. Une chance d'ailleurs pour sa famille. Son père, délégué de l'Union des charpentiers, se trouvait souvent renvoyer des chantiers pour ses engagements syndicalistes et il avait bien du mal à nourrir ses 10 enfants. Et les choses n'allaient pas s'arranger. Les 2 frères aînés de Grace, tout juste enrôlés dans l'armée, venaient de partir pour la France et ses tranchées, privant la tribu de leur 2 paye. Les salaires très élevés de US Radium allaient lui permettre de rapporter un peu plus d'argent à la maison, tout en participant à l'élan patriotique de l'effort de guerre qui traversait tout le pays. Et qui sait, si une des montres qu'elle peindrait ne se retrouverait pas entre les mains d'un de ses frères? Grace contourna ce qui devait être un laboratoire, une raffinerie, et lut enfin la mention « Atelier » sur la porte d'une bâtisse en briques à 2 étages. Mr. Savoy, le contremaître, la fit patienter un moment dans le couloir. Un peu hésitante, Grace finit par s'asseoir sur une chaise et s'empara d'un magazine qui traînait là. Entre 2 articles sans intérêt, elle tomba sur une double page de publicité qui retint son attention. L'une d'elles vantait les mérites du radium vendu en pot, dans lequel on pouvait ajouter de l'eau pour retrouver la vitalité de la jeunesse.
« Je le sens pétiller à l'intérieur de mon corps », disait une jeune femme dessinée en noir et blanc au-dessus du slogan inscrit en gros caractères « Soigne la fièvre, la goutte, la constipation. Une source de bien-être dans un monde de brutes. » Grace sourit. Décidément, le radium était à la mode. Depuis les travaux de Pierre et Marie Curie et la découverte que le radium pouvait guérir le cancer, il était devenu le remède miracle pour tous les maux. On le mettait à toutes les sauces. C'est ainsi qu'on pouvait trouver du beurre, du lait, mais aussi du maquillage, du dentifrice et des crèmes pour le visage sous la marque Thoradia. Dernièrement, le talc pour bébé au radium faisait fureur auprès des jeunes mamans. Grace doutait que toutes ces marchandises contiennent réellement du radium, un composant cher et difficile à se procurer, mais il avait indéniablement la cote. Merci Anne-Sophie pour cette lecture. On retrouve à Bagnères de Bigorre et Biarritz, puisque Marie-Amélie est entre les deux. Marie-Amélie qui va nous lire un poème qui est issu d'un recueil, Jardin, Pont, Planète. Parfait. Et je vais en fait vous en lire deux. Donc, extrait du recueil, Jardin, Pont, Planète. Que je n'ai pas encore, c'est pour ça que Marie-Amélie le montre. Poème de promenade, écrit au Festival de poésie, du haut des cimes de Ménilmontant. Haut de Saint-Germain, de Charonne ou Auxerrois, s'élève une église, là, au milieu des arbres. Loin, un pont enjambe une route. Passerelle d'Olsarté, au cœur des Pyrénées, la ville à soie. Prison de fleurs et feuilles, cimetière amour, on monte en l'air, droit vers le 7e ciel. Sur la place, carrefour d'un nouvel amour, aux lèvres, un coquelicot du belvédère. Et pour répondre à ce poème, je vous en propose un deuxième qui s'appelle Arnaga et Cambo. Arnaga et Cambo, alter ego, yang et yin, le masculin et le féminin. À regarder de loin, un écrin, belle demeure et joli jardin, où Chanteclair fit le coq, au loin, croisait l'aiglon, fils d'empereur, Sablon, où ce rêveur et sa bicoque, empire de la lune, Cyrano, qui eût voulu la décrocher, la belle Roxane ébauchée, dessinée Mirabileano, au trait de Christian, l'homme beau, non garçon, le héros, mis en gascon, Cambo, c'est Rostand. Merci Marie-Amélie. Et je vais me permettre de terminer avec un extrait de mon second livre, L'atelier au fond de la cour. Melbourne, 6 janvier 1951. Ce soir-là, il en est scellé du sort de Déborah et Max. Ils sont désormais à la scène comme à la ville, un couple, un joli duo, empreint de grâce et d'élégance. La blondeur de Max s'harmonise tant avec la peau brunie et les yeux de jet de Déborah. Ils ont le maintien qu'on ne prête qu'aux nantis, eux les enfants des faubourgs juifs de Paris, Berlin ou Cracovie. Déborah a repris en main le jardin qui abonde en mauvaises herbes pour en faire un camailleux de fleurs. La jeune femme a également planté quelques jeunes arbres fruitiers pour plus tard, a-t-elle promis. Sans bousculer les habitudes ancrées depuis des années de Max, elle a parsemé la maison de touches personnelles. Ici un joli rideau fleuri, là une plante verte sur un guéridon de bois foncé. Quelques napperons de part et d'autre et la photo de leur entrée en piste à la soirée de la société. C'est un peu ce soir-là que tout a vraiment commencé. Déborah cache habilement ses failles. Elle présente au monde une fort jolie personnalité déterminée mais souriante. Et pourtant, les meurtrissures de la guerre ne la laissent guère en paix. Les images de l'enfance se sont évanouies avec la douleur de la perte des siens. De ces années en France, il ne reste que le désordre, la colère et la détresse. Quand elle est seule, Déborah est dévorée par ses démons, par les visages de sa mère et de son frère en souffrance. Elle peut rester des heures entières prostrée sur une chaise à attendre que la paix revienne enfin en son fort intérieur. Quand Max est à ses côtés, il fait alors fuir les malins, les cauchemars et les idées noires. Max est son ange gardien. Et la Déborah pacifiée apporte aussi à son fiancé la consolation de toutes ses souffrances. Deux négatifs s'annulent pour offrir du positif. N'est-ce pas mathématique ?
En tout cas, merci à tous d'avoir répondu à cet appel et à ce rendez-vous pour les Nuits de la lecture. Et merci à tous de regarder, de partager cette émission sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Et donc, tous les livres dont vous avez entendu parler ce soir sont en vente aux États-Unis sur Rencontre des auteurs francophones, à côté de 400 titres, plus de 400 titres, de 232 auteurs de 31 pays du monde. Merci d'être là. Merci à tous. Je vous Merci Sandrine. Voilà. Merci Sandrine. Merci Sandrine. Au revoir à tout le monde. Merci Sandrine. Bonne soirée et bonne fin de journée à ceux qui sont de ce côté de l'Atlantique. Et qui c'est qui est de Montpellier aussi? C'est moi.